avant de laisser la parole à Gaëtan, je voulais juste prendre quelques minutes pour remercier la Caisse d'écologie solidaire qui nous prête gracieusement ces magnifiques locaux. C'est la 4e conférence qu'on fait ici. Et puis, on est très contents de leur accueil. Et puis, un merci spécial, je ne suis pas certaine qu'elle m'entend, là, mais à Myriam qui est là pour toutes les conférences, qui nous donne un sacré coup de main. Et puis, on est très contents qu'ils puissent nous accueillir. Alors, Gaëtan, je te cède la parole. Merci. Bon, alors, merci d'être ici. On commence à avoir des fidèles. Pour votre patience aussi, comme vous voyez, le personnage se porte quand même pas trop mal. Il a survécu. Alors, ce soir, on va aborder la période 92 jusqu'à aujourd'hui, donc très contemporain, avec un redresseur de faits, si c'est nécessaire. On va se poser la question, en fait, d'où le titre, n'est-ce pas, du grand capital à l'économie sociale. Ce n'est pas un saut qui se fait naturellement. Il y a des événements qui se sont produits avant la création de la SDA, bien sûr, des événements locaux, mais aussi des événements provinciaux et municipaux, surtout dans les années 80. On va revenir là-dessus parce que c'est déjà lointain dans les mémoires. On a perdu de vue la grande révolution qu'il y a eu à Montréal après les départs de Jean Drapeau, la modernisation, la création de toutes sortes d'organismes, un changement de culture par rapport aux communautaires et au développement économique aussi. Il faut se rappeler, ici, il y en a plusieurs qui ont connu l'époque des commissaires industriels. Vous avez un personnage dans un bureau de la municipalité qui essayait de vendre des terrains pour installer des entreprises avec d'alléchantes baisses de taxes. C'était ça à peu près à l'époque, jusqu'en 1980. Bon. Alors, on va y aller rondement. Ça pourrait s'intituler aussi comment je suis devenu milliardaire, mais version économie sociale. Quand on fait le parcours d'Angus, on peut retenir 6 étapes, n'est-ce pas? D'abord, l'apparition d'une entreprise d'économie sociale dans la chasse gardée des parcs industriels, c'est quand même une nouveauté. C'est une chose qui n'existait pas jusqu'à la création de la SDA. Le passage du fleuron de ce qu'on appelle le grand capital, parce que le CP, c'est la représentation par excellence du grand capital, à fleuron d'économie sociale, ce qui est devenu la Société des développement Angus. Donc, c'est une inversion des rôles qui est assez qui est majeure dans l'histoire du Québec. C'est ce qu'on va voir tantôt, comment la chose a pu se produire. Après ça, Angus, ils sont passés de gestionnaire de parcs industriels à développeurs immobiliers. Ça a été le premier choc sur le terrain qu'ils ont subi. Après ça, il va y avoir une autre mutation qui va faire passer Angus de développeur immobilier à gestionnaire d'un territoire avec des ambitions écologiques très marquées. Après ça, on va voir apparaître une méthode de travail qui insère le développement immobilier au service du développement du territoire, ce qui est, à bien y penser, exactement l'inverse de ce qui se fait habituellement. Finalement, pas finalement, mais ensuite, l'émergence d'une véritable puissance économique dans le domaine du développement du territoire, et finalement, sur la base de cette puissance-là, et des succès économiques qui ont été enregistrés, Angus est maintenant en mesure de commencer à exporter sa méthode hors du quartier. Alors, on va passer à travers toutes ces étapes-là pour voir comment une telle chose a pu se produire, parce qu'elle n'est pas naturelle. Allons sur la première diapositive. Alors ici, vous voyez, c'est une photo de 1927 pour voir l'ampleur des ateliers Angus à l'époque. Et je vous fais remarquer à la chaufferie la quantité de canne noire qui sort de là. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un document édité par la Ville de Montréal en 1951 qui était distribué à toutes les maisons, qui était un carton sur lequel il y avait différentes couleurs de gris dans un cadran. Et là, il demandait aux gens de prendre ça et d'examiner la couleur de la fumée qui sortait pendant 1 minute, puis si ça correspondait aux éléments de 2 à 6, téléphonez à tel numéro. Alors, c'était le taga de l'époque du ministère de l'Environnement. Mais bon, ça nous permet encore une fois de voir l'ampleur des terrains Angus. Bon, alors évidemment, le Locoshop, c'est le grand édifice qui est à côté ici, c'est celui qui est en bas de l'écran, au milieu de l'écran.
La voie ferrée ici qui est toujours là, ce qui est Rachel, Nolan à l'époque devant, Saint-Joseph derrière et Bourbonnière à l'autre extrémité. La suivante, s'il te plaît. Bon, alors on va parler de la première fermeture de 1970, qui est due à la réduction de la production parce que bêtement, le transport par train de passagers, évidemment, a beaucoup diminué avec l'apparition des avions, des autoroutes, des autos et aussi des camions, bien sûr, la voie maritime. En fait, tout ça fait qu'il n'y a plus de nécessité de produire ce qui était fait à Inglis. Donc, on va réduire la production et on va fermer les ateliers de Bourbonnière jusqu'à Saint-Michel, ce qui laisse un énorme terrain vague disponible. On va après les buts qu'il y a eu à cet endroit. À l'époque, il y a crise du logement au début des années 80, fin des années 70, qui est en fait à peu près équivalente à celle qu'on connaît aujourd'hui. Et évidemment, il y a des gens qui ont pris ça en main, comme le comité du logement de Rosemont, qui s'est mis en tête d'aller récupérer ces terrains-là pour du logement social. Donc, c'est la première lutte, mettons, communautaire, de toutes les luttes communautaires qu'on a connues dans les années 70-80, il y en a quand même eu beaucoup. Et au cœur de ça, il faut lui signaler le feu André Lavallée, qui était un organisateur communautaire à ce moment-là, tout jeune, et qui fournissait ses armes, et qui avait commencé à rameuter les citoyens pour forcer la ville et Québec à racheter les terrains du Canadien Pacifique à cet endroit-là. À l'époque, Canadien Pacifique avait une filiale qui s'appelait Marathon, certains doivent se rappeler de ça, qui avait pour mandat de récupérer les terrains qui étaient en surplus du Canadien Pacifique pour leur trouver une fonction la plus rentable possible. Alors, dans le cas des terrains qui nous intéressent, le Canadien Pacifique s'est dit, bon, ben, on va faire de l'immobilier, un centre commercial, c'était une des premières idées. Rapidement, ça a dégénéré cette idée-là parce qu'à l'époque, c'est le parti de Jean Drapeau, le Parti civique, qui est au pouvoir. Alors, il faut savoir que le Parti civique, tu ne deviens pas membre du Parti civique. Tu reçois ta carte sur invitation du maire. Et le recrutement se fait essentiellement chez les petits commerçants francophones. Alors, bien sûr que les commerçants de la rue Masson avaient un poids important au sein du conseil municipal, ce qui fait que les projets de centre d'achat, centre commercial, exprimé correctement, de Marathon ont été mis de côté par l'administration publique. Après ça, ils se sont dit, bon, ben, les Olympiques s'en viennent, on pourrait mettre le village olympique à cet endroit-là. C'était une autre hypothèse de travail qui s'est présentée à ce moment-là, dans les années 70, mais qui a été mise de côté parce que, bon, on était probablement trop proche des Olympiques comme tels. Et le projet est mort. Mais pendant ce temps-là, vous avez les comités de logement qui mènent manifestation par-dessus manifestation. Et je vais me débattre dans mes petits papiers, si vous voulez bien. Ah, je ne sais pas si la prochaine. Non, bouge pas. Je n'ai pas en vidéo, mais je vais vous la faire circuler tantôt, c'est juste correct. Bon. Alors, Québec finit par céder. On rappelle que le Parti québécois a été élu en 1976 à Québec, évidemment, gouvernement réformiste. Et vous avez un député très actif ici, Gilbert Paquette, qui prend en fait des causes pour les revendications des groupes communautaires. Alors, il y a un lobby qui se forme auprès de Québec pour obtenir le rachat par le gouvernement du Québec et avec la Ville de Montréal pour construire des logements sur le terrain qui a été libéré, qu'on a vu tantôt, là, de Bourbonnière jusqu'à Saint-Michel. C'est quand même gros. On va voir tantôt les proportions dans des vues aériennes. C'est un gros terrain. Et la particularité de ce développement-là, c'est que ça reste encore, à moins que Dave Tour donné là-dessus, le parc locatif contenant le plus de logements au BNL, HLM de type social. Coop et OBNL. C'est le développement qui en comprend le plus d'unités. Donc, c'est une caractéristique.
Et Ouais. au Canada, je pense. Au Canada. Ouais. Le plus grand parc de logements sociaux sur un site au Canada. Ouais. Actuellement encore? Ouais. Et ça a été confié, ça, à ce qu'on appelle le péri-municipal, c'est pas une parc municipale, qui était la SOTRAN, la Société des terrains Angus, qui a développé ce terrain. Donc, on avait une première étape de revendication communautaire locale qui obtiennent d'un gouvernement une intervention par rapport à une grosse entreprise comme c'était. Et évidemment que ça a gonflé l'ego des groupes communautaires et leur volonté d'en obtenir. C'est resté en germe, ça, en Rosemont, jusqu'à la deuxième fermeture. Mais on peut penser que si ces événements-là ne s'étaient pas produits, si l'idée n'avait pas été introduite, qu'on peut faire quelque chose d'autre que ce que les entreprises nous proposent, ça aurait été difficile en 92. D'autant plus qu'il y a un succès, ça a bien marché, il n'y a pas de problème d'intégration sociale dans ce quartier-là, ce qui était vraiment toujours la préoccupation qu'on a à l'époque, évidemment. Et ça a donc marqué les esprits. Et puis, il y avait une société péri-municipale qui s'en occupait aussi. C'est un élément important. Ce n'est pas une OBNL, mais presque. Ce n'est pas d'économie sociale, mais là, on commence à être dans le domaine de l'hybride. Alors, prochaine diapositive, je pense justement, on va voir les dispositions du terrain. Une fois que toutes les installations de Angus, donc la LTCP, ont été rayées de la carte, ben voilà, c'est ce qu'on voit là, les édifices en haut, c'est Saint-Michel, pour Bonnière, et puis Hachette et Saint-Joseph. C'est plus grand que ce qui reste. Alors, c'est quand même un gros morceau. Alors, passons au suivant. Ah, ça, je l'ai vu pour des raisons historiques. 1947, c'est la pointe d'Angus, du côté nord-est. Vous voyez, 3 carrières. Ça, ce sont les parcs, le parc Lafont en haut, le parc Saint-Jean-de-Lande et puis Henri-Valade. Alors, si vous voyez des petites montagnes là-dedans ou des trous, c'est lié au fait que ce sont d'anciens dépotoirs, parce qu'après les carrières, c'était des dépotoirs, après ça a été recouvert pour faire des parcs. Rien ne se perd. La suivante. Ah, bon, ça, le résultat de la SOTAN, on le voit là, ces constructions-là, un peu après, là, parce qu'il y a déjà pas mal de verdure. Mais c'est l'aspect que ça donne. Bon. La prochaine, c'est Henri Lavallée. Malheureusement, il est décédé l'an passé, ou il y a 2 ans. Qui était au comité logement. Et là, on va parler d'une notion qui a été développée par le sociologue Bourdieu, le capital social. Ça va jouer beaucoup dans l'histoire d'Angus. André Lavallée est au comité logement à l'époque, un organisateur communautaire. Après ça, il a été très, très actif avec presque toute sa vie au RCM. Et il était responsable de l'aménagement du territoire dans les années 90, qui est vraiment un poste stratégique pour ce qui va arriver à Angus. Et il va survivre à presque tous les régimes politiques, y compris sous l'ère Tremblay. C'est quand même un phénomène. Et il va être aussi maire d'arrondissement ici. Donc, c'est un personnage qui va persister longtemps dans l'histoire moderne de Montréal, qui a passé à travers toutes les administrations, qui connaît toutes les arcanes et qui va être un allié solide de la Société des développement Angus et tu sais qu'ils vont en avoir besoin. La prochaine. Là, il faut parler du RCM. Alors, l'élection du RCM 1986 avec M. Jean Doré. Et là, voyez-vous, vous avez Léa Cousineau, qui est présidente du comité exécutif. La présidente du comité exécutif, on dit toujours,
Elle tient les cordons de la bourse, donc les finances passent par le président ou la présidente du comité exécutif. Et là, on parle de capital social, ben, on est vraiment dans un cas typique parce que Léon Cousineau, voyez-vous, son frère, Guy, est au Conseil du travail de Montréal et fait partie du comité de réflexion sur l'avenir du réseau ferroviaire à Montréal, au Québec, Montréal. Et son autre frère, Paul, est le directeur de la CEDEC, Rosemont Petitnet. Donc, tout ce monde-là est en mesure de se parler pendant les festivités de Noël, disons. Alors, il y a aussi une autre caractéristique au sein de l'administration Doré. Il y a un poids quasiment démesuré de Rosemont, je pense qu'on peut dire ça, avec Michel Lemay, Henri Lavallée, bien sûr, Diane Martin. Alors, vous avez des conseillers municipaux qui occupent des postes importants, qui ont du poids au sein de l'administration, capables de mener des opérations de lobby. Alors, justement, Henri Lavallée, lui, en 92, là, il est responsable de la rédaction du premier plan d'urbanisme de la ville de Montréal. C'est quand même pas rien avant. Il n'y en avait pas, ça se faisait un peu sur la gueule, des décisions les unes après les autres. Alors, il va faire ce travail-là qui est vraiment immense et va se poser la question, bien entendu, du zonage d'Angus, puisque la compagnie, le Canadien Pacifique, a l'intention, à partir du moment où on est en 92, les ateliers sont fermés. Et leur idée, c'est de reprendre le projet du développement domiciliaire avec du genre condo, quand même à l'époque assez luxueux, 350 000 dans ces eaux-là, on est en 92. Là. Et sur à peu près l'ensemble du terrain, excluant les parties trop polluées, dont ils cherchaient désespérément une façon de s'en débarrasser. Alors donc, il va être au cœur du débat, André, et lorsque les négociations vont commencer entre le Canadien Pacifique et Angus, il va pouvoir arbitrer et pousser le Canadien Pacifique, on va voir tantôt comment, là, à céder sur les demandes des groupes communautaires. Il faut revenir encore une fois sur cette époque-là et parler des sociétés de développement, des corporations de développement économique locales ou communautaires, qui vont naître, elles, beaucoup plus avant. En 1968, déjà, vous avez des activités qui se rapprochent de ça dans le sud-ouest de Montréal. C'est une espèce de pépinière de groupes communautaires avec des activités qui n'étaient pas caractéristiques des groupes communautaires. La clinique juridique, qui a donné d'ailleurs, ça a été l'amorce de l'aide juridique. Les cliniques médicales aussi, communautaires, dans le coin là-bas, qui a donné le modèle des CLSC. Puis, il y avait des corporations, une corporation, le réseau, une organisation qui voulait s'occuper de développement économique dans la région pour sortir, parce qu'évidemment, jusqu'à l'époque, puis encore aujourd'hui, on le voit assez souvent, les décisions concernant le développement économique d'un quartier, d'un territoire ou même d'une province ou d'un pays se font avec des suggestions de chiffre de commerce, de grandes entreprises. Bon. Alors là, les gens se disaient, il faudrait qu'on puisse avoir notre capacité de donner notre point de vue là-dedans et de peut-être de susciter du développement, ce qu'on appelait à l'époque endogène, c'est-à-dire qui part du territoire, localement, créer des emplois par les gens de la place plutôt que d'attendre les montées de quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Donc, faire la distinction entre le développement localisé, qui peut être induit par une entreprise qui décide d'aller s'installer là parce qu'il y a des intrants faciles d'accès ou une main-d'œuvre pas très coûteuse à cet endroit-là, et le développement local qui, lui, va partir d'idées de gens de la place, du capital local pour occuper un terrain XY qui va être moins peut-être, mais qui a plus de chances de faire preuve de pérennité. Alors, dans ce mouvement-là, il y a une personne qui est très connue, Nancy Linton, de Centre-Sud. Cette idée-là va déboucher, ou ces revendications-là, sur un premier programme
qui semblait important à l'époque, les gouvernements fédéral, provincial, ont dit ouais, c'est vrai que dans le bout de Verdun, là, c'est assez dégradé du point de vue industriel, donc on va créer un fonds de 300 millions pour donner un coup de pouce. En associant les gens du réseau à ça, mais c'est vite apparu comme étant une grosse caisse dans laquelle on pouvait financer finalement les rénovations d'industries traditionnelles. On n'était pas encore vraiment dans le développement économique communautaire comme on va voir ici. Mais déjà, on voit les choses changent. Les gens sont capables à la fois d'avoir voix au chapitre et d'avoir accès à des fonds importants pour que les choses se fassent un peu différemment. Bon, alors, dans le portrait, vous avez, je récapitule, des gens dans le Rosemont qui réussissent à récupérer un terrain et faire du logement social. Vous avez dans le sud-ouest des gens qui, eux, décident de se donner des structures pour intervenir du point de vue économique au niveau des idées, au niveau des projets. Ils ont fait beaucoup de tentatives dans le sud-ouest là, de création d'entreprises coopératives. Ils ont mis beaucoup d'énergie là-dessus, c'était leur compréhension ou ce qui leur était le plus accessible là, en point de vue de développement économique. Il y a pas mal de choses là-dessus, mais ça n'a pas vraiment dépassé ça. Les gens du RCM, parce qu'il y avait aussi évidemment du monde qui venait de ce coin-là, ont regardé ça et se sont dit ça serait peut-être une bonne idée que pour l'ensemble des quartiers de Montréal, à l'époque on n'avait pas les arrondissements, on ait des corporations de développement économique communautaire ou local, ça dépendait des endroits. Alors ils sont mis à susciter des vocations, ce qui a été le cas ici. C'est la création de la SEDEC Rosemont-Petite-Patrie, c'est surtout une intervention d'élus comme Lemay, Mme Martin, et puis André Lavallée, pour avoir ici un organisme qui allait faire le même travail que dans l'Ouest. Alors, la SEDEC a été créée, c'est en 91, 90, c'est juste avant la fermeture. Oui, 90. 90. Alors, c'est un organisme tout jeune, peu de moyens, pas beaucoup de personnel, un peu à tâtons, cherchait un peu à trouver son chemin à travers tout ça, parce que la question des SEDEC, les corporations de développement économique, c'est pas. Normalement, ça doit sortir du territoire. Et il y a comme un regroupement de gens qui ont un intérêt pour ça. C'est difficile de décréter que vous allez avoir une SEDEC, ce que le gouvernement municipal a fait. Il fallait que tout le monde en ait une, mais l'histoire nous a démontré qu'elles n'avaient pas toutes. Elles n'étaient pas toutes égales devant le capital et autre chose, parce que, tout simplement, s'il n'y a pas au moins une petite flamme dans le quartier qui est capable de prendre en main, qui existe le leadership, bien évidemment, ça peut tourner court. Bon, l'histoire des SEDEC, on ne la fera pas dans le long et dans le large, mais aujourd'hui, ce sont des CLD, puis ils sont plutôt des représentants. C'est même plus des CLD, c'est PME Montréal. PME Montréal. C'est plus des gens qui orientent les entreprises vers des programmes de développement ou de subvention que le développement comme tel. La suivante, parce que je discrète ce soir. Alors, l'économie sociale, évidemment, ça aussi, c'est un concept qui va émerger dans les années 70. C'était là bien avant, là, parce que c'est connu depuis 1858, les coopératives de travailleurs, entre autres. Mais l'essor va se prendre au Québec dans les années 70, surtout 80. Donc, l'économie sociale, ça comprend les coopératives d'habitation et les plus grosses, comme dans le domaine financier ou bancaire, comme les caisses populaires, bien sûr. Les SEDEC, le Sud-Ouest, les CLD, bon, ils ont connu une trajectoire qui les a sortis de l'économie sociale de tout un type. Le mouvement clinique médicale Pointe-Saint-Charles, comme je vous parlais tantôt, les cliniques juridiques aussi. Et puis, il y a un mouvement vers le développement économique qui, aujourd'hui, vous avez un organisme qui regroupe l'ensemble de ces organisations OBNL qui sont dans le domaine de l'économie sociale. C'est le chantier de l'économie sociale qui est situé ici, à Montréal. Ça à la suivante.
Bon, alors, je vous l'ai dit. Tantôt, 84-89, formation de chômeurs, création de coopératives de travailleurs, puis c'est du réseau dans l'Ouest de Montréal. La suivante. Bon, là, on va revenir aux ateliers Angus 92. Évidemment, on ferme des ateliers. C'est pas vraiment une surprise, là, compte tenu du marché. Il y a eu les ententes de libre-échange. Le commerce se fait de plus en plus vers les États-Unis, vers l'ouest surtout. Et il y a un déplacement des activités très Pacifique vers l'ouest canadien. Et évidemment, une diminution aussi de l'usage tout simplement des voitures. Puis, bon, toute la question du diesel qui fait que les locomotives vont être un peu plus performantes, demandent moins souvent de revenir, en fait, toute l'histoire qu'on a déjà vue ici. Et donc, on ferme tout simplement les ateliers Angus. Il n'y a pas que Angus qui subit les contre-coups des changements économiques, c'est toute l'économie manufacturière canadienne, québécoise, et particulièrement l'Est de Montréal. Les emplois tombent par milliers. On n'a pas idée ce qui se peut présenter à l'époque, mais il y a une crise de l'emploi majeure. Autant dans les années fin 70-80, quand on a construit les logements dans Rosemont, c'était la crise du logement. Autant là, on est aux prises avec une crise de l'emploi. Donc, ce que les gens veulent, ce n'est pas des logements, là, c'est de l'emploi. Et ça va être le moteur, ça, de la SDA, un petit peu plus tard. Et bon, alors, la SEDEC, effectivement, récupère le dossier. Et le dossier a été confié à un employé qui est ici. Bon, c'est lui qui s'est vu remettre ça sur son bureau, à son grand étonnement, et il a suivi de ses collègues. Évidemment, là, à la SEDEC, là, il n'y a pas d'argent, là. C'est pas possible de penser à acheter ça, là. C'est sûr qu'un Christian rentre au bureau pour lui dire « Ah, on va acheter ça. » Tu peux toujours rêver, mon grand. Mais bon, Cousineau, le patron, il a dit « Ah, ouais, vas-y, essaye-toi. De toute façon, on n'a rien à faire. Là. On n'a rien fait. On n'a non plus pas grand-chose à faire. Fait qu'essaye ça. » Alors donc, ici, là, au travail, évidemment, les syndicats, eux, ont mené un barreau d'honneur. Ils ont dit que jamais ils céderont. Ils vont obliger le CP à réouvrir. Mais bon, tout le monde savait que c'était un barreau d'honneur. Ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Il faut rajouter aussi un fait qui est à prendre en compte. Là, on a parlé autour de Guillaume Cousineau, qui est la responsable des finances de la Ville de Montréal. En 1992, la Ville de Montréal est aux prises avec des problèmes de financement de ses paramunicipales majeurs. Il y a des crises à peu près partout. La Sympa, qui est un organisme qui s'occupe du patrimoine architectural de Montréal, qui est aux prises avec une fraude à l'interne de 26 millions. La SHDM qui s'est retrouvée à corps défendant propriétaire de Blue Bandits, qui s'est fait avoir une affaire pas possible. Donc, il y a des dettes qui s'accumulent partout. Alors, c'est sûr que Mme Cousineau, l'idée, aussi mince soit-elle, que quelqu'un puisse créer un autre organisme qui pourrait être associé à la Ville de Montréal pour faire du développement territorial, surtout industriel, avec du monde qui n'avait jamais eu une shop, c'était pas chaud. Une chance qu'il y avait les deux frères Cousineau autour, mais il faut garder ça en contexte. À l'époque, là, il n'y a pas de fric à la Ville de Montréal et c'est vraiment la gestion par catastrophe. La prochaine. C'est le gars qui a pris le dossier. On est ici, on peut continuer. Bon, alors, capital social dont on parlait tantôt. Quand vous avez 60 $ en poche, ce qui était le coût de l'achat on n'avait pas une charte, mais la corporation, oui, le coût pour l'incorporation, c'est à peu près ça qu'il y avait comme revenu. Que vous avez des ambitions qui s'évaluent aujourd'hui, on peut voir à plusieurs dizaines de millions, avec un adversaire aussi coriace que le Canadien Pacifique, mettons que vous avez intérêt à aller chercher de l'aide à l'extérieur, des gens qui ont de l'expérience. C'est là que
la notion de capital social, la capacité d'aller chercher des gens qui ont eux-mêmes des réseaux pour en construire un nouveau. C'est ça qui va être la grande recette de la victoire d'Angus. La première personne qui va être recrutée par Christian, c'est M. Roquet, qui était. Est-ce qu'il était directeur? À ce moment-là, il était directeur général de la Ville de Montréal. Ouais. Sur une tablette, parce que Pierre Bourque avait décidé d'abolir le poste. Ouais. Moi, je suis arrivé juste au bon moment où il était sur une tablette, il n'y avait rien à faire. Oui, c'est ça, c'était un petit peu de l'occupation, mais bon, il a été directeur général de la Ville, mais il était aussi directeur général de la communauté urbaine de Montréal. Oui. Permets une minute sur lui. Oui. M. Roquet, il a été le président fondateur de la Société de développement Angus, en 1995. Et je vais essayer de le dire sans trop d'émotion, le dernier conseil d'administration qu'il a présidé, c'était sur son lit d'hôpital, quelques temps avant de mourir. Il a fait toute l'aventure. Et sans lui, on ne serait pas là en train d'écouter quelqu'un. Ça a été celui qui a apporté la crédibilité au projet et il était doté d'une intelligence supérieure. C'est lui qui a créé Investissement Québec. C'était quelqu'un de. Ah, ben oui. Il était directeur général de la Société des agriculteurs du Québec, et puis il était à Québec, Desjardins capital de risque. Donc, c'est un homme aux multiples qualités, effectivement, énorme réseau. Et les premiers, mettons, des investissements publics qui vont se faire, qui étaient de l'ordre de 18 000, je pense, là, le dîner déjeuner à Québec. Là. C'est Roquet qui va faire le show là-bas pour convaincre. Là, il a réuni combien? 6 ministres pour. 7 ministres, quelqu'un du bureau de M. Parizeau, les 3 sous-ministres à un déjeuner pour leur dire qu'il fallait nous donner un peu de sous pour partir le projet. Et M. Roquet s'est présenté en disant: je ne viens pas vous parler d'un projet, je viens vous parler d'un rêve. Oh, du coup, mais je n'étais pas sûr que ça allait marcher, ça. Peut-être pas la bonne. Mais bon, ils sont sortis de là avec du 18 $. C'était un petit peu, comment dire, pas ridicule, mais ironique de voir autant de têtes autour d'une table. Mais il y avait des dissensions au sein du cabinet, comme M. Paré, qui était ministre du Industrie et Commerce. Il n'était vraiment pas favorable à ce projet-là, pour toutes sortes de raisons, là, mais et on ne peut pas compter sur lui. Mais si ma mémoire est bonne, Roquet était à ce moment-là sous la commande de Panier. Oui, hein? Oui. C'était son ministre de. C'était son ministre de tutelle. Oui, Il s'en va lui demander quelque chose pour un organisme. Panier est contre. Et là, tu as Guy Chevret qui dit: va le donner, moi, le 18 000. Ouais. Donc, c'était pas évident comme situation. Mais il y avait aussi, il faut le dire, je ne sais pas si tu vas en parler, là, il y avait Rita. Oui, Rita Diane Marcellet, qui était la députée provinciale ici, Parti québécois. Puis, bon, Israël aussi. Donc, ces gens-là, au cabinet, et surtout auprès de ministre Parizeau, et aussi, on va le voir tantôt, auprès du ministre de l'Environnement de l'époque, pour gérer le problème des terrains contaminés ici. Donc, pour le moment, ce que je veux souligner, c'est la capacité de créer ces réseaux-là. La prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, vous voyez, 2 personnages aussi très importants. Bernard Lamarre, le fondateur de SNC Lavalin, un homme extrêmement respecté dans le milieu de la finance et politique. Et puis, Léopold Beaulieu, du Fonds d'action. Alors, tous ces gens-là sont au conseil d'administration et donnent un coup de pouce à chaque fois que les crises se présentent et se multiplient. Mais là, on a un peu sauté les étapes. Revenons en 92, au moment où le CP ferme, que la vallée commence à orchestrer les consultations pour le plan de développement de Montréal. Alors là, l'idée qu'ils ont évidemment à la SDA, c'est de contester le changement de zonage. C'est zoné industriel, et si le CP n'obtient pas un changement vers résidentiel, bien, leur projet de développement résidentiel
tombe à l'eau. Donc, un enjeu important là. Ils ont tenu le fort tant qu'ils ont pu pour résister et demander et essayer d'obtenir. Ils ont fait tout le lobby possible et nécessaire dans les circonstances. Mais, encore une fois, vous avez André Lavallée qui mène le jeu et lui est soumis aussi à des pressions du milieu. Alors, on ne peut pas renier son passé. Ce que Lavallée orchestrait fin des années 70 pour du logement, bien, il y a du monde qui reprend le modèle et qui orchestre le milieu pour demander à ce que ce soit du zonage industriel. L'idée, à l'époque, c'était de conserver le zonage industriel pour permettre d'avoir des emplois dans l'Est de Montréal et dans cet endroit-là particulier. Il faut quand même voir qu'on n'est pas loin du centre-ville. Les parcs industriels, il y en a en bas, vers Rio, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Donc, préserver absolument ces territoires-là à des fins industrielles. Mais à ce moment-là, dans la tête des gens de la SDA, ou c'est pas encore la SDA, mais la CEDEC, l'idée c'était, on a un terrain, on l'a à des fins industrielles, on l'a acquis pas cher, il y avait toutes sortes d'idées à l'époque. Le gouvernement canadien a donné 25 millions au CP en 1904, puis 25 millions d'acres de terrain, puis subvention par-dessus subvention. Alors, ils peuvent bien céder ça pour une pièce. On l'a déjà payé il y a 100 ans. Ça n'a pas marché. Alors, donc, il va y avoir des positions très campées, des assemblées publiques pas houleuses, mais quand même, il y a du monde, puis la pression augmente, et puis on finit par arriver à une date dans l'échéancier où il faut prendre une décision. Et là, ben, ça va se passer. Les gens de CP font une dernière proposition. Christian l'a mijoté un petit peu pour leur dire finalement non, pour essayer de gagner au moins une partie de tout ça. Et juste à la veille de l'Assemblée où les choses allaient se concrétiser pour ce qui est du plan de développement régional, local, le CN ouvre les négociations. Le CP, pardon, ouvre les négociations avec la SDA. Probablement en se disant, bon, hein, on va sacrifier un peu de temps et d'énergie avec du monde, de toute façon, on n'a ni les moyens ni les capacités de gérer ça. Alors, allons-y. Et il y avait une petite idée un peu perverse derrière la tête. C'est qu'il se disait que les groupes communautaires ou la SDA, si on pouvait la contenir dans la partie congrue du terrain, dans laquelle on enverrait toutes nos terres contaminées, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, les négociations sont parties là-dessus. Je vous passe les détails, mais la SDA sort de ces négociations-là avec une entente, comme quoi il y a un partage du territoire, pas tout à fait moitié-moitié, il y en a moins de l'autre côté, mais bon, ça ressemble à ça. Vous faites de l'industriel là, et puis nous, on va faire notre résidentiel de l'autre côté. Vous appuyez ça auprès de la ville pour qu'il change le zonage à cet égard-là. On vous laisse 10 ans pour acquérir les terrains par morceau. Vous avez besoin de tant de pieds carrés, on vous le cède, vous le payez à ce moment-là, et on va maintenir les assurances et les taxes municipales pendant ce temps-là. C'était un bon deal à l'époque, mais pour avoir parlé aux responsables des négociations du Canadien-Pacifique à l'époque, il y avait l'espoir tout à fait que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, cette affaire-là. Et par bonus, ben, il ferait faillite avec les terres contaminées en Québec. Bon. Alors, les terres contaminées, ça a été, encore une fois, toute une discussion. À l'époque, là, il fallait prendre les terres contaminées et les envoyer chez Stablex, Terrebonne, je crois. Et là, c'était encapsulé. Ça coûtait une fortune qui rendait tout projet de développement impossible. C'était vrai pour Angus, c'était vrai pour tous les territoires industriels abandonnés de Montréal. Là, Rita Dion-Marcellet s'est débrouillée avec le ministre de l'Environnement pour trouver une façon de gérer ça qui permet d'arriver à un résultat. Là, la seule conclusion à laquelle on pouvait parvenir, il allait y avoir à Montréal un paquet de terrains industriels en jachère, abandonnés.
avec laquelle il y avait pas moyen de faire des développements de quelque nature que ce soit assez contre-productif. Alors là, discussion en discussion, ils en sont venus à la décision qui consistait à évaluer la nature des sols contaminés, 1, 2, 3, différents niveaux. Il y en avait qui étaient propices au développement réciliaire, donc concentrons les terres qui sont peu contaminées pour ça de ce côté-là, allons chercher les autres et on va les encapsuler. À le fond, c'est un peu le même système que les parcs dont on parlait tantôt, avec des technologies un petit peu plus avancées, bien sûr. Donc, ça a libéré beaucoup d'avenir, en fait. Ça a permis à la fois au CP d'aller de l'avant, ça a été assez rapide d'ailleurs, lors du développement régulière. Puis, ça a permis évidemment à Angus de pouvoir anticiper une première pente de terrain. Mais ça, c'est juste l'anticipation. Il s'est produit beaucoup d'événements. Bon, mais là, l'autre. Ah, bon, c'est ce que. Alors, donc, ici sur la carte, vous voyez le parc de c'est le prochain là. Le développement du Canadien Pacifique qui est réalisé, toutes les maisons qui sont là, en rangée, ça c'est le Canadien Pacifique. Ce qui reste à la Société de développement Angus, le terrain vert là, l'autre qui est ici. C'est ça qui est en haut et le prochain, bien sûr. Suivant. Alors, ici, on voit exactement le retour du terrain qui est pas acquis, mais qui peut faire l'objet d'une acquisition. Au début, ça avait été constant, mais ça a été en jeu à l'époque. Suivant. Encore une fois, là, ce qu'on voit, c'est exactement les anciens terrains d'Angus au complet. Développé. Oui, développé, Bourbonnière jusqu'à Ferré et de Rachel jusqu'à Saint-Joseph. Suivant. Bon, ça, c'est les fameuses gestions des terres contaminées. Alors, les talus, c'est là qu'ils sont retrouvés. La suivante. Bon, OK. Alors, Marcel Pépin, président de la CSN, quand les gens d'Angus ont fini par régler le problème avec le CP, d'avoir une entente, là, il fallait trouver d'abord la mission qu'on allait donner à ce parc industriel-là, parce que, bon, à l'époque, on pensait surtout des missions technologiques pour les parcs comme le technoparc de Ville-Saint-Laurent. Bon, ici, pendant un certain temps, ils se sont dit, OK, on va créer ici des entreprises dans le domaine de l'environnement. C'était à la mode à l'époque. Et il fallait des moyens pour faire ces études-là. Puis aussi la fameuse question de l'employabilité. Comment on allait s'y prendre, à la fois pour créer des emplois, puis être capable d'aller chercher la population qui va occuper ces emplois-là, les former, les trouver et les former. Donc, ils ont fait appel à l'époque à M. Pépin, qui a été président d'un comité qui s'appelait un CAMO. Comité d'adaptation de la main-d'œuvre. Et là, ça a donné des moyens financiers à la SDA pour faire appel à des universitaires, étudier toutes sortes de façons de financement, de développement de parcs industriels. À travers ce processus-là, il est apparu que ça ne marchait plus comme ça dans le domaine industriel. Les entreprises ne voulaient pas acheter un terrain et construire. Ils préféraient faire de la location. Alors, c'était un peu un choc pour les gens d'Angus, parce que là, tu passes de propriétaire de terrain, puis il n'y avait même pas, à bien y penser, pas vraiment de notion de développement de territoire. On était encore à la sortie du commissaire industriel. Tu as un terrain, tu te divises en petits morceaux, tu fais une grille de terrain, bien sûr, pour les infrastructures, mais la réflexion était poussée beaucoup plus loin que ça. Et là, ils se sont retrouvés dans la situation où ils allaient devoir construire des édifices pour les louer.
c'est un tout autre mandat. Mais bon, il y avait un conseil d'administration assez solide pour s'attaquer à ça. Et ça, c'est une autre caractéristique qu'il faut souligner de la Société de développement Angus. C'est le conseil d'administration, à ces années-là, là, qui travaille. Il y a des employés, bien sûr, mais tous les contacts, l'élaboration des projets, des stratégies, les interventions qui sont nécessaires à tout bout de champ auprès d'élus municipaux, provinciaux ou même fédéraux, ce sont les membres du conseil d'administration. Ce n'est pas un conseil d'administration formel là, qui se réunit pour approuver les décisions. Non, le vendredi après-midi, je pense que vous faisiez ça. Hein? C'est le vendredi après-midi que vous faisiez ça. Et on continue à les faire le vendredi après-midi. Voilà. Et c'est du travail qui se fait autour de la table pour résoudre les problèmes. Ça, c'est vraiment une caractéristique. Vous avez les votes. Oui, Vous avez les votes. Et bon, une chance qu'il y avait à la fois ces gens-là, puis cet esprit-là qui permettait de faire ça. Excusez-moi, j'ai une question. Il n'y avait pas plus de bâtiments qui demeuraient des anciennes. Il restait, bon, ça a été démoli entre 92 et. Oui, donc ce qui restait, c'était le loco shop. Le bâtiment administratif, là où il y a le ceci aujourd'hui. OK. La caserne, là où il y a la SAQ. Il y avait un autre bâtiment dans le nord du site, qui était l'atelier de peinture, qui lui est resté. Il y a eu des tournages de cinéma là. Puis à un moment donné, ça a été démoli, puis résidentiel. Il restait peu d'édifices. Puis le loco shop, probablement Gaëtan va le dire, mais il va être séparé. Là. Le bout qui est à Coligo, puis le bout qui est à nous autres. Non, je ne vais pas le dire, mais je peux le dire. Parce que c'est un des conflits importants du début, là, parce que le Canadien Pacifique a quand même tout le temps cherché à grignoter un peu là, sur les gains qui avaient été obtenus par la SDA. Donc, le Lego Shop, qui est un édifice assez extraordinaire, construit en 1904, mais de grande qualité, qui offre un volume intérieur extraordinaire, il fallait trouver une vocation. Le CP a essayé toutes sortes d'affaires, un centre des congrès industriels, enfin, le Cirque du Soleil. Et bon, il n'y avait rien qui marchait, les coûts étaient vraiment importants. Évidemment, il faut chauffer ça, il faut payer des taxes là-dessus, il faut payer de l'assurance. Alors, ils en étaient venus à la conviction qu'on pouvait mettre là un maxi. Et voilà. Une épicerie pour desservir les gens, les logements qu'ils ont construits, mais dans la partie où est actuellement la SDA, donc à l'ouest. Là, évidemment, ça déstructurait passablement les acquisitions de la Société des développement Angus. Alors là, ça a été une autre bataille à mener avec l'épicier pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se tasse un petit peu vers l'est. Je passe les détails, il y a eu des réunions très orageuses, mais ils ont fini par comprendre la nécessité de se déplacer vers l'est, puis on m'a donné l'idée. Et là, bien évidemment, il a fallu que les gens d'Angus trouvent, eux, une fonction. Donc, on voit aujourd'hui ce que c'est, c'est compartimenté, il y a des locaux disponibles pour les entreprises. Le financement, ce n'est pas avéré facile à trouver non plus, ça a été une autre crise grave. Où c'est le ministre Chevrette qui a sauvé la mise. Voyez comment ça se passe. Le ministre Payé, est-ce que c'est Payé ou c'était Ménard? Ménard qui avait commandé l'étude? C'est Payé, Chevrette. Payé avait commandé une étude auprès de Pricewaterhouse sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là. Et Pricewaterhouse, évidemment, est venu à la conclusion que le plus simple, c'est de confier ça à une entreprise privée qui va vendre ça, ces terrains-là aux plus enfants. Christian est informé de ça par la bande avant le dépôt de ce rapport-là et en panique, pour bien le dire. Il cherche désespérément comment on intervient. Alors là, c'est Bernard Lamar qui dit OK, je vais appeler Guy Chevrette. Et puis là, le lendemain, tout le monde part à cette occasion-là de au restaurant. Et Chevrette, qui est un petit comique, qui est là, puis il explique la raison pour laquelle ils sont là. Et Chevrette lui dit quel rapport? Il l'avait fait disparaître. Alors, ça a libéré le chemin pour la suite des événements, mais je passe beaucoup de détails parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire.
Et je vous signale que vous avez tous ces détails croustillants dans le volume numéro 2, qui est disponible ici. Alors, c'est plein d'embûches comme ça, constantes. Il a fallu vraiment que ces gens-là y croient et qu'ils soient très persistants et résilients parce que la quantité de problèmes qu'il y a eu est proprement incroyable avec des niveaux de difficulté toujours croissants. Alors, toujours dit qu'ils sont passés à travers ça, ils ont survécu. Après ça, il a manqué de financement. Il a fallu provoquer une réunion d'urgence avec les gens du Fonds d'action qui ont dû dégager des fonds et créer, en fait, l'amorce d'un financement dans le domaine de l'économie sociale de projets industriels, territoriaux d'une entreprise d'économie sociale. C'était, encore une fois, une nouveauté. La crise aura eu ça de bon, d'entraîner l'idée que, ben oui, on va falloir qu'on aille chercher dans les capitaux accumulés par le monde de l'économie sociale les ressources nécessaires pour en créer de nouvelles et créer de la richesse. Alors évidemment, M. Chevrette, ce qu'on a vu auparavant, c'était le ministre Cochon à Ottawa. Et tout ce monde-là avait été convoqué par M. Lamarre et M. Roquet pour visiter le Lococha, puis voir l'intérêt, puis les merveilles qu'on pouvait faire avec ça. À l'époque, c'était vraiment du rêve qu'on vendait. Mais Cochon a été conquis tout de suite. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'argent à Ottawa qu'à Québec. Ça a été une constante, là. Mais quand même, ça donne un levier. Une fois que Ottawa dit « OK, moi j'embarque », ça a été plus facile après ça de les convaincre Québec de mettre sa part là-dedans. Je vais en profiter ici pour détruire un mythe. C'est pas vrai que Angus a été subventionné. Ils sont pas mais ce sont des prêts qu'ils ont obtenus de Québec. Ils ont été moins bien traités qu'à peu près n'importe quelle entreprise multinationale qui s'installe au Québec. Là. C'est pas vrai qu'il y a eu des montants donnés comme ça. Ça a tout été remboursé d'ailleurs. Donc, ça marche avec des prêts et non pas des subventions. La prochaine. J'ai perdu mon équipière. Oh yeah. Ah, bon, OK. Direction centre-ville, on fait un saut. Le développement a commencé ici. Ça va assez bien. On a compris qu'il fallait faire à la fois de la construction et après ça, autre comment dirais-je, péril, vertige, gestionnaire. Il faut gérer ces édifices-là, c'est-à-dire l'entretien général, les locataires, les loyers, les hypothèques. Enfin, bref, il y a une expertise qui se bâtit, mais à la dure. Mais les choses vont bien, suffisamment pour qu'on commence à respirer. On a une certaine expérience, mais le financement se fait sur la base des, comment on appelle ça, des redevances de... Des honoraires de développement. Des honoraires de développement. Quand c'est développé, depuis. Alors, il faut être capable d'en générer tout le temps. Donc, si vous avez un territoire qui est fermé, avec des projets qui sont fermés, votre capacité de maintenir votre personnel, elle devient... Donc, il faut être capable de soit développer sur ton terrain ou d'aller à l'extérieur. C'est un peu la dynamique qui s'est présentée ici, avec des événements politiques qui viennent jouer aussi. Parce que là, on est dans l'administration Tremblay. Et il y a un personnage qui a été une comète flamboyante dans le ciel politique de Montréal, M. Labonté, maire de Ville-Marie, centre-ville, arrondissement Ville-Marie. Et lui, il venait du monde des affaires et il voulait régler des problèmes vite. Alors, Christian soit un téléphone, lui demandant s'il pouvait se rendre au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent dans les heures qui suivent. Tu reçois un téléphone du maire de l'arrondissement qui veut te parler, tu y vas. Et là, ben. aussi des gens qui étaient exécutifs à l'époque. Oui, OK, bon, donc, responsable des finances. Et est-ce que ça a commencé avec la Grover ou. Oui, je l'ai connu à travers la Grover. La Grover, qui était. Oui, en tout cas, là, c'est de toute façon, le projet n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, il y avait déjà un contact. Mais là, sa préoccupation, c'était Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Évidemment. Et là, on va pousser les diapos jusqu'à ce qu'on arrive à justement. Bon, ben voilà, c'est là.
On peut pratiquement reconnaître le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Cet édifice-là, là, sur le coin, vous avez tous connu ça. Plus tard, vous allez voir les photos qui vont procéder. On est en 1850, quelque chose comme ça, la suivante. Là, on est en 1910, vous voyez, l'édifice sur le coin. Et, OK, continue, 50, les années 50. Là, on est vraiment pendant la période de la prohibition, donc Montréal est un lieu où il n'y en a pas. Fait que le tout États-Unis et sur la rue Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Et là, on arrive à 90. Mais c'est toujours le même édifice, c'est 1850 qui est là. Mais mettons que... Alors donc, le maire dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça? Évidemment, il y a un certain étonnement. Puis là, on va l'essayer, d'une part. D'autre part, il semblait se présenter comme un fast track. Là. Il est président du comité exécutif, il est maire de l'arrondissement Centre-Ville. Il va quand même avoir quelques moyens, puis il sait ce qu'il fait, ce qui était mon cas. Alors donc, Angus va se lancer dans ce projet-là. Et de l'autre côté, la suivante. Et on va faire appel à ce moment-là à M. Andreu, qui est un architecte, ce qu'on appelle un architecte français, donc l'Opéra de Pékin, vraiment des gros projets, un homme éminemment respecté. Alors, l'idée, c'est de combattre tout de suite le scepticisme qu'il peut y avoir sur ce que l'on peut faire là, chercher à faire beau, et non pas uniquement utilitaire au moins cher possible, et aller chercher des idées novatrices. Et aller avec ce personnage-là à travers les fameuses consultations publiques de l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal, qui n'est pas un exercice facile. Vous savez tous qu'à chaque fois que vous touchez une pierre sur Saint-Laurent, bien d'autres endroits d'ailleurs, ou Sainte-Catherine, bien, vous allez avoir M. Bourbalou qui va dire que non, ça doit être conservé. Il y a des mouvements de conservation du patrimoine à Montréal qui exercent leur pression avec eux autres aussi pour maintenir le patrimoine. Évidemment, il y a des conflits d'usage et de préservation qui vont se présenter, qui vont être l'objet de toute la consultation publique. Donc, je vous passe les détails croustillants, mais dans un excellent livre, vous allez avoir tous les détails, parce qu'il s'est passé quand même des choses assez incroyables là-dedans. Alors, je raccourcis et la suivante, s'il te plaît. Voilà ce que la Société des développement Angus a fait au coin qu'on a vu tantôt, Sainte-Catherine-Saint-Laurent. C'est quand même nettement une amélioration. Vous ne pouvez pas avoir idée de la difficulté qu'il peut y avoir à convaincre un fonctionnaire qu'un édifice, là, ne sera pas en pierre grise des carrières de l'Est de Montréal. C'est assez incroyable. Je ferai une conférence un jour là-dessus. Alors, bien, ils sont passés à travers toutes ces épreuves-là. Andreu, je pense qu'il a été vécu par le climat québécois, je pense. Hein. Il a pas... Non, c'est l'Europe et l'Amérique. Oui, puis il va dire, il s'est fait attaquer parce que justement, on arrivait avec un projet ambitieux, audacieux. Ah ben, il s'est retiré. Il s'est retiré, là. Ouais. Il avait hâte de se faire dire qu'il était pas bon peu. Donc, il avait fait l'Opéra de Pékin puis la tour de la défense à Paris. Alors, donc, on ne peut pas dire que c'est un petit de Andreu, mais il a quand même facilité l'accouchement de la chose. La suivante, s'il te plaît. Alors, voilà, on voit ce qu'il y avait sur le côté ouest de la rue Sainte-Catherine. Saint-Laurent, pardon. Pas loin de Sainte-Catherine, un peu au sud. Et c'était vraiment dégradé, pour vous donner juste un petit exemple. Là. Il y avait des maisons de chambre et le pas de toilette, c'était des litières pour chats. Alors, c'était ça. Là, on n'est pas en 1930, là. Non, on est en 1900. On est en 2008. 2008. Et là, vous voyez, là, c'est le moment de parler, c'est quoi une entreprise économique sociale? Un propriétaire privé classique, qu'est-ce qu'il fait? Une éviction, tout le monde dort. Angus fait du travail avec les travailleurs et travailleuses sociales. Chaque personne
qui était là-dedans, qui avait visiblement des difficultés de toutes sortes, là, comportementales. Ils ont été remplacés les uns après les autres avec le soutien d'Angus. Des petits organismes, comment s'appelait la salle de spectacle? Les catacombes, qui étaient pour les groupes émergents. Ben, c'est Angus qui leur a trouvé un autre endroit pour s'installer. Et le Montréal Club Room, institution par excellence, qui a pu trouver de l'autre côté de la rue avec l'aide d'Angus. Il a droit à des hot dogs gratis depuis ce temps-là. Donc, c'est ça, l'entreprise d'économie sociale, on ne rase pas pour le mettre dehors. On est là pour aider les gens. Ils ont fait ce travail-là. Et après, bon, je vais vous passer encore une fois les détails parce qu'il y avait 11 terrains à remembrer, dont différents propriétaires, dont un qui avait eu la bonne idée de louer à la mafia un bar. Alors, il faut aller négocier avec la mafia le départ. Vous avez vu tout ça dans l'excellent livre que là, comment ça s'est fait. Des difficultés multiples. Quand ils ont réussi à tout racheter, il y en a un qui résistait, c'est le bar de danseuse Cléopâtre. Il n'a jamais voulu vendre. La ville n'a pas voulu sortir le cash nécessaire pour le faire. Alors, ils sont restés là. Et l'entente qu'il y avait avec Hydro-Québec pour aller s'installer là, c'était ça. Ça prenait un client là, pour habiter ça, ces tours-là, avant de les construire. Ça devait être Hydro-Québec. Finalement, bon, faire rentrer des employés à côté d'un club de danseuses, non, c'était trop pour eux autres. Fait que, ils ont mis fin comme ça, de façon arbitraire. C'est vraiment catastrophique comme situation, là, quand telle chose arrive. Du jour au lendemain, tu n'as plus de clients, tu as commencé la construction. Non, tu n'as pas commencé la construction, mais tu as payé 20 millions de dollars pour acheter le terrain. Les taxes là-dessus, c'est combien? Ouais. Par année, hein? Ah, je ne m'en rappelle plus, là, mais... Mais c'est pas 2000. Ouais. Alors donc, ça a été une aventure où les gens ont eu peur ici, mais ça donnait quand même une nouvelle expérience, un autre type de difficulté à affronter, et le résultat est quand même pas trop mal. On voit aujourd'hui l'édifice, bon, le Café Cléopâtre a résisté, et puis l'édifice qui a été construit par la société de Angus. C'est sûr que c'est difficile d'avoir du recul pour le voir compte tenu de la disposition des lieux là-bas. Mais là, maintenant, il y a le... Mais je pense que c'est important de dire, c'est le boulevard Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, c'est la de Montréal. Hein? C'est là, les immigrants arrivaient du port de Montréal et s'installaient le long de Saint-Laurent. On a le ministère de l'Immigration qui est là, donc le ministère de l'Immigration sur la rue de l'Immigration. On a le musée d'histoire de Montréal qui est installé là, c'est la rue fondatrice de Montréal. Et la rue Saint-Laurent était la rue de la gastronomie montréalaise. Il y avait le coin des Portugais, le coin des Juifs, le coin des Italiens et tout. On a donc mis une foire gastronomique qui s'appelle le Central, qui est un reflet de la gastronomie montréalaise. Donc l'idée était de faire en sorte que l'histoire du boulevard Saint-Laurent se retrouve à l'intérieur du projet. Et que ce ne soit pas un bâtiment anonyme. Alors, c'était une saga, mais aujourd'hui... Oui, malgré la crise de l'épidémie, évidemment, qui a été... Oui, pour le Central, tout ça, oui. Non, mais quand... Mais non, on a ouvert le Central en novembre 2019, et nos loyers, c'était un pourcentage sur les revenus des commerçants. Et en mars 2020, tout arrête, tout ferme, et on a 38 000 $ de compte de taxes municipales par mois, on a 0 revenu. Après ça, on rouvre. Mais vous savez, il fallait avoir 1 mètre de distance entre chacun et tout. Au central, le concept, c'est venir manger en gang, coller, coller, coller. Ben, mettons qu'on l'a mangé, on l'a trouvé dur, ça. Ouais. Le central a failli fermer 2 fois, mais il y a eu à chaque fois une volonté. On a remis de l'argent avec du monde. Les gens d'Auguin et Beaufort sont partenaires dans le central. Il y a du monde, là, des gens qui ont mis de l'argent, pas pour faire de l'argent, mais pour sauver le central. Des individus, là. Oui, sauver des individus, sauver l'institution qui est l'artère, c'est ça. Et puis quartier des spectacles. La suivante. Bon, aussi. Là, après ça. Tu racontes tout. Oui. Ben, je vais être bref là-dessus, tous les détails dans un excellent livre.
les gens d'Angus sont appelés par le Fonds d'Action à jeter un coup d'œil sur le projet de Robert Lepage à Québec, le Diamant. Et la première difficulté qui s'est présentée, évidemment, c'était l'arrachat des terrains pour être capable de faire ça. Et c'est Christian qui a eu à négocier ça. Ça a été assez épique. Et après ça, il a commencé à se faire des plans et des projets. Il y a une élection provinciale, laquelle celle-là, 95. Ouais, c'est-à-dire, il y a eu d'abord, on a fait un deal avec le gouvernement libéral de M. Charest. Oui. On avait dit, Mme Marois a pris le pouvoir. Il y a eu un petit flottement. Ça s'est maintenu avec Mme Marois. Et vous savez, c'est un petit mandat. Mme Marois était minoritaire. Il y a eu donc une autre campagne électorale en 2014. Et Robert Lepage a eu la brillante idée de monter sur un stage appuyé du Parti québécois. C'est Philippe Couillard qui a pris le pouvoir. Les libéraux, Sam Hamad a dit à Lepage, t'es péquiste, je tire la plug. Il y avait 30 millions qui devaient venir là. Robert Lepage a fait une crise. Là, nous, on s'est mis là-dedans là, pour essayer de convaincre le gouvernement libéral de revenir dans le dossier, au-delà de est-ce que je suis péquiste ou je suis libéral, ex machina, puis Robert Lepage, une institution au Québec. On est chanceux que Robert Lepage veuille faire sa salle à Québec et non pas à Singapour ou à Milan ou à New York, parce qu'il pourrait aller partout. Bon, on a reparti l'affaire. Oui, mais suivi sur les charbons ardents, hein, parce qu'il y a quand même. Le Fonds d'Action avait pas mal d'argent là-dedans. Angus s'est avancé pas mal. Bon, conclusion de l'histoire, peut-être que ça a laissé des petits grains de sable dans l'engrenage. Les gens du Diamant ont préféré continuer seule l'opération avec d'autres entreprises, avec Angus. Donc, c'est pas Angus qui a construit le Diamant, mais la naissance, la genèse et le regroupement des terrains, c'est eux qui l'ont fait. Ça, c'est l'aventure québécoise. Après ça, Québec, c'est pas présenté comme un territoire très propice pour une entreprise de Montréal à Québec. La suivante. Il faut quand même lui rendre hommage, Jean Lamar, le fils de Bernard, qui a été président du conseil d'administration, qui malheureusement est décédé aussi, qui a tenu les rênes, lui-ci, jusqu'à la limite. Ah oui. Du monde extrêmement investi et travaillant, donc soulignons tout son travail. Alors, la qualité du leadership au sein d'Angus a été très important. J'en reviens encore à la théorie de Bourdieu, le capital social. Alors, évidemment, lui, il a un carnet d'adresse très fourni, son père aussi, Léopold Beaulieu. Alors, tout ce monde-là est capable de réseauter et produire quelque chose. Suivant. Bon, la maturité. Un bon matin, les gens de Angus qui louent des édifices, construisent des édifices, se sont rendus dans le centre-ville. Il y a quelqu'un qui vient les informer que dans le domaine de la finance immobilière, il y a ce qu'on appelle l'équité. Bon, alors, c'est possible d'aller vendre ton équité sur ton édifice. Si tu en as déjà payé la moitié, ben, il y a une valeur de la moitié qui est dessus que tu peux faire financer par quelqu'un d'autre. Alors, je ne décris pas tout le processus, mais toujours, il y avait là une richesse inattendue et insoupçonnée qui va donner des ailes à Angus. Alors, ils ont accès à du capital, des gens qui vont investir là-dedans, et ils vont créer la fiducie Angus, qui va récupérer ces édifices-là et qui va avoir pour objectif, finalement, de piler les intérêts, si je peux me permettre l'expression, ou de capitaliser tout ça, puis fournir à moyen terme les ressources nécessaires pour aller encore plus loin. Alors là, Angus, à ce moment-là, on est à quelle année? 2018? 2017, quand on a levé la fiducie. C'est un changement de régime majeur. Alors, quand je vous disais comment je suis parti de rien pour devenir millionnaire, ça s'est passé à peu près cette journée-là. Là. Ils sont devenus comme multimillionnaires. Quand je dis ça, c'est pas qu'ils ont de l'argent touché à travers les portes, là. Mais ils ont une capacité financière qu'ils ne soupçonnaient même pas. Encore une fois, c'est par l'ajout
de compétences de l'extérieur que ces choses-là peuvent se faire. Il faut toujours être l'affût. Puis les réseaux du conseil d'administration qui disent, bien, un tel pourrait vous aider dans ce domaine-là dont on ignore à peu près tout. Alors, ça a été d'une belle efficacité. Et Angus s'est retrouvé avec des moyens importants. Puis, l'autre phénomène, avec un territoire et non pas juste des édifices à gérer. Et si vous regardez comment c'est fait du côté du Canadien Pacifique, là, le développement, c'est extrêmement utilitaire. On prend tout l'espace nécessaire pour mettre des résidences, on fait des grilles de rue qui vont desservir. Et l'objectif, c'est de maximiser chaque pied carré. Quand vous êtes dans une entreprise d'économie sociale, vous ne partez pas avec ce concept-là. Vous cherchez à développer un milieu dans lequel les gens vont être à l'aise, vont trouver des services, qu'on va pouvoir créer un milieu de vie. Donc, vous allez aller négocier à l'hôtel de ville une grille de rue qui est différente de celle que de l'autre bord. Vous allez essayer d'intégrer, comme dans le cas d'Angus, des boucles énergétiques, d'aller chercher la chaleur produite par des entreprises le jour pour chauffer les résidences la nuit. Vous avez des réservoirs où vous allez récupérer l'eau de pluie, ce qu'on appelle les eaux grises, pour alimenter les chasses d'eau, tout ce qui n'est pas eau potable. Vous économisez donc l'eau potable. Vous vous préoccupez de la canopée. Ben, il y a plein de préoccupations que le développement traditionnel ne prend pas en compte. Hein. C'est des externalités qu'ils appellent. On va laisser, exemple, la ville s'occuper de la gestion des eaux de surface, on va laisser la ville s'occuper des parcs. Et bonjour la visite, nous, on ramasse le chèque et on s'en va. Alors, c'est pas ça qui se passe. Donc, vous avez une nouvelle notion qui s'introduit, gestionnaire de territoire, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. C'est quand même la première fois que une OBNL, une entreprise d'économie sociale, exerce un pouvoir qu'on va qualifier de politique, hein, de gestion de territoire, pour décider finalement dans quelles conditions les gens vont vivre. Par exemple, tous les efforts que Angus a fait pour diminuer le nombre de places de stationnement. Vous allez dire, ça n'a pas marché, mais c'est pas par manque d'efforts, puis ça serait probablement beaucoup plus catastrophique que ça l'est aujourd'hui. Bon, allant même jusqu'à l'évaluation de systèmes de gestion d'espace de stationnement privé quand vous n'êtes pas là, qui peut être disponible pour un autre. Bon, c'est difficile à faire passer dans les mœurs, mais toutes les solutions sont envisagées. Transport en commun, on fait plein de pression pour augmenter, bicyclette, billets de transport en commun à la place de place de stationnement. Enfin, il y a ces préoccupations-là que l'OBNL peut se permettre de mettre de l'avant et c'est dans sa mission. Alors, gardons en tête ça parce que c'est exportable. Une fois qu'on a déterminé les principales valeurs qu'il y a là-dedans, les moyens de le faire, ça peut s'exporter. Bon, alors, les gens à l'université appellent ça un commun. Alors, c'est un territoire sur lequel l'ensemble des citoyens vont pouvoir déterminer l'usage du territoire, les services qu'on va se donner. Si on compare entre le CP versus Angus, on la voit tout de suite, la différence, on l'a ici. Ça va faire une visite sociologique. C'est pas compliqué, hein? Tu vas au bord de la rue, tu regardes comment c'est fait, quelles sont les priorités, puis tu viens du côté de la rue, tu regardes les priorités, puis tu comprends tout de suite quelle est la différence. Donc, Angus a développé cette capacité de changement. C'est sûr que ça heurte les bureaucraties, ils ne sont pas habitués à fonctionner comme ça. Je vous passe les détails dans un excellent livre. Et il y en a eu plusieurs épreuves comme ça. La prochaine. Alors, ça, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, Angus qui a développé la partie du haut versus la partie du bas. La PAC et la délimitation entre CP et Angus. Donc, c'est plus densément peuplé de l'autre côté, mais il y a des particularités, des petites forêts urbaines. Il y a quand même beaucoup de choses là, qui sont très évidemment différentes de l'autre côté.
La suivante. Bon, alors ici, c'est une prise aérienne qui nous donne le Eco-Shop, les terrains, et là, c'est pas encore construit en haut. Suivant. Les terrains qui étaient à Angus, si vous les comparez au reste, c'est pas si vaste que ça. C'est quand même étonnant tout ce qu'on a logé là-dedans. Mais c'est ça. Suivant. Est-ce que Oui. vous dites la délimitation entre Angus et CP, quand vous parlez du parc, ici, à quoi vous faites allusion, c'est que les terrains. D'autre part, du parc, les terrains ont été développés, des maisons de bord du parc Jean-Duceppe ont été développées par CP. OK. Alors, le terrain se séparait en deux, tu sais, et le parc, l'autre pays d'ailleurs, on s'est fait fourrer là-dessus. On s'est fait fourrer sur la gestion des sols, on s'était fait fourrer sur le parc par CP. Bon, je me suis dit, c'est un beau parc. Tout ce qui est à l'est du parc Jean-Duceppe, c'est CP qui a vendu des terrains à des développeurs privés. De l'autre côté du parc, là, c'est tout nous autres, là, avec le logement étudiant, c'était English Farwell. La shop, vous dites, ça fait quand même longtemps que la société Oui, SDA est là. Oui, nous autres, on est là depuis 98. OK. Parce qu'il y a eu le développement de la shop en tant que telle. Oui, du Eco-Shop, il y a sur le site Indus, qu'on a développé, il y a 18 bâtiments. Le phare, le centre courbatiste, le CPE, le Carrefour, ici, tout ça, là, le résidentiel, tout ça, il y a 18 bâtiments qu'on a développés sur le site au fil des 30 ans. Alors, ce travail qui a été fait, le succès qu'on a ici, et la formule qui est attrayante de l'extérieur, a amené les gouvernements à se dire, peut-être qu'en cette crise du logement, on peut faire appel à des gens qui ont fait preuve de pertinence dans le domaine. Donc, Angus, c'est un avantage des temps troubles, peut compter sur un terrain pour exporter son modèle. Alors là, actuellement, ils ont des projets ski dans les Montréal, dans le domaine du logement. Ça peut apparaître une difficulté sur laquelle les gens travaillent actuellement, à savoir que comment tu fais pour maintenir ton expertise, ta façon de travailler à 400-500 km de chez vous. Quand même pas envoyer quelqu'un régler les litiges entre locataires à tout bout de champ. Donc là-dessus, il va devoir y avoir des discussions, mais ça avance. Et il faut donc essayer de créer, trouver une façon pour créer des cadres qui comprennent, assimilent la méthode Angus, capables de la reproduire, pas nécessairement que je parle pour moi, pas nécessairement que ce soit des cadres d'Angus, mais que la méthode Angus puisse être acquise par d'autres et qu'on intègre toutes les motivations qu'on a vues tout le long du parcours dans les prochains projets à venir. Il y en a plusieurs. Là, actuellement, il y a une entente de signer avec l'île de Laval pour un projet assez vaste. Donc, on peut dire que l'avenir d'Angus, c'est pas mal assuré, en tout cas pour on peut dire les décennies à venir. C'est quand même loin. Il faut dire ça aussi. En 1998, on est rendu en 2024 pour développer ça avec combien de personnes? Aujourd'hui, on est 28. Là, mais bon, c'est pas. on fait tout. On gère les immeubles, on construit, on les finance. Voilà. Donc, ça demande du temps, de l'argent et du monde. Mais disons que ce n'est plus un petit bébé fragile, là, il est capable d'affronter les nombreuses tempêtes à venir avec, comme je vous l'ai dit, ça pose la question, est-ce que le modèle est vraiment exportable à l'extérieur de Montréal? Puis le défi de la formation, évidemment, des gens qui pourront exporter ce modèle-là. Alors, si ma mémoire est bonne, et voilà, c'est la diapositive finale. Alors, on a fait le circuit assez rapidement. Je résume, un groupe communautaire sans moyens, j'appelle ça un groupe communautaire, la CEDEC à l'époque, ça rentrait vraiment dans cette catégorie-là, qui pensent qu'ils peuvent forcer une compagnie multinationale à leur donner un terrain, qui finissent par obtenir un contrat sur 10 ans pour le racheter par pièce, finissent par réussir à le faire, se rendre compte que ce ne sont pas des terrains que tu vas vendre, mais construire des édifices
se rendre compte après ça qu'il faut les gérer, se rendre compte qu'il y a une limite sur le terrain physique qui fait qu'il va falloir que tu sortes de là, donc les aventures du centre-ville et Québec et d'autres du genre. Après ça, se rendre compte que tout ça, pas de résidentiel, mais l'immobilier, c'est une source financière fantastique, un pouvoir de levier important, donc la capacité d'aller chercher du financement pour aller vers le développement du territoire en plus des immigrants. Et là, dernière étape, viser l'expansion à l'extérieur ou la capacité d'exportation. Alors, je suis disponible si vous avez des questions. J'en ai un. On est passé rapidement sur la question de la fiducie. Quel est son rôle à cette fiducie? Son premier rôle, c'est de rendre tous les édifices inaliénables. La fiducie Angus ne pourra, c'est dans son acte constitutif, ne pourra jamais vendre. Dans le domaine immobilier, quand c'est le bon temps, tu vends. On ne pourra jamais vendre. Donc, il y a un patrimoine collectif qui appartient à personne. La fiducie propriétaire. La fiducie des propriétaires, ici, là, c'est la fiducie propriétaire de ce bâtiment-là, c'est le location, pas du résidentiel, du bureau. C'est la fiducie qui est propriétaire de tous les édifices à bureau. Je reviendrai sur le résidentiel. Donc, en ce moment, la fiducie, elle collecte des loyers, puis elle paye les dettes. Dans 14 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus de dettes. Ça va être payé. Il y a une partie de l'argent qu'on va collecter qui va servir à continuer à maintenir, à rénover, à maintenir un actif de bonne qualité, mais il va y avoir des surplus importants. Et là, le Conseil des fiduciaires devra réfléchir sur qu'est-ce que je fais avec ces surplus-là. Bon, c'est déjà réfléchi un peu, là. Mais donc, il y aura un outil de développement économique territorial. Son éternité, si on veut. Alors ça, c'est son montant principal, c'est de dire, on s'est fendu le cul toute la guerre, puisque c'est allé un peu vite là-dessus. Si SDA a pu faire ce qu'elle a fait, c'est que, surtout dans les premières années, il y avait une mobilisation citoyenne, on a parlé un peu des assemblées publiques. La rue Molson, qui est une rue municipale, le maire Bourque ne voulait pas la payer. C'est une rue municipale. C'est Québec et Ottawa qui ont payé une rue municipale. Mais pourquoi Québec et Ottawa ont payé une rue municipale? Parce que Rita Diane Marcellet se promenait dans le quartier et elle se faisait accrocher par des citoyens en disant « vas-tu l'avoir, la rue Molson? » Alors que les citoyens ne savaient même pas où elle était, la rue Molson. Les citoyens avaient compris que la rue Molson, c'était essentiel pour le développement du site. Donc, cette mobilisation-là a été super importante. Et donc, on se disait, nous autres, on a hérité d'un terrain qu'on n'a pas acheté. C'est pas moi qui l'ai acheté, ce terrain-là. Je ne suis pas actionnaire, rien. C'est la communauté. Et donc, il faut que ce patrimoine-là reste collectif, reste dans la communauté, et qu'un jour, les surplus qui vont être générés servent des projets principalement, on verra dans 50 ans, là, on ne sera pas là, principalement l'Est de Montréal, qui en a encore bien besoin. C'est ça un peu, là. Oui, ça. Bien sûr. Moi, j'ai deux questions. Oui, mais c'est lui qui donne la conférence, c'est pas moi, là. Oui, mais c'est quand même vous qui êtes là. OK, la fiducie, est-ce qu'elle est limitée au territoire d'Angus ou la fiducie, elle concerne aussi le centre-ville? Est-ce qu'elle concerne... Non, pour le moment, pour des raisons financières, de risque, de raisons financières, la fiducie est juste sur le site Angus. Parce qu'un jour, elle va sortir, sûrement. Moi, je ne suis plus là, ça c'est certain. Un jour, elle va sortir, mais là, elle est endettée, la fiducie. Alors, d'aller acquérir des propriétés ailleurs, là, c'est comme juste de gonfler l'endettement. Fait que là, il faut stabiliser financièrement comme il faut la fiducie. Et un jour, elle pourra aller acquérir ailleurs. Ce qui ne nous empêche pas de créer d'autres fiducies. On peut en créer d'autres, là. J'aurais une deuxième question. Une sous-question, on va dire? Oui, mais c'est une sous-question, que ça fait 2 fois que je vote avec M. Yacarelli, mais quand même, j'écoutais ça, puis M. André Lavallee, c'est un organisateur communautaire, comme dans le temps des CLC. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que dans ces années-là, ça existait. Moi, je vois, parce qu'on parle de milieu de vie, on parle d'écologie, de la forêt urbaine, mais
il me semble qu'il faudrait aussi qu'il y ait, soit par partenariat ou tout ça, qu'il y ait aussi une vie communautaire qui soit créée, parce qu'il y a des édifices qui le font par eux-mêmes, mais il n'y a pas nécessairement de lien, comme à Pas de géant, c'est très intéressant, mais ils n'ont pas nécessairement de lien avec la communauté qui est environnante. Puis les gens qui habitent ici, parce que là, on va avoir quand même 350 nouveaux qui vont arriver, c'est quand même beaucoup. T'sais, créer un milieu de vie, c'est pas juste construire des beaux édifices puis des beaux champs, c'est aussi créer des liens. Puis est-ce que ça serait pensable d'avoir un partenariat d'organisation communautaire pour que ce milieu-là ait non seulement des bâtisses, un lieu, une écologie, un lieu agréable? Tout à fait. Non seulement c'est pensable, on travaille. Amélie là, que je vous présente, là, qui va lever la main, là, travaille avec tous les organismes communautaires qu'on a sur le site, toutes les entreprises d'économie sociale qu'on a sur le site. On avait une activité le vendredi dernier pour justement créer une animation, créer des services aux citoyens pour en faire un véritable milieu de vie inclusif. Et ça se construit. Puis, il faut aussi que les citoyens, entre autres les résidents, se prennent en main. On a fait des assemblées avec le Cité Angus phase 1, on n'est pas fait encore avec phase 2, en disant on est prêt à vous appuyer à ça, mais on ne peut pas le faire à votre place. Ça. Mais sincèrement, je pense qu'au fur et à mesure, on va être capable, on va réussir à faire en sorte qu'il y ait une communauté. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'avoir une communauté sur Angus. Et juste pour rebondir aussi, il y a beaucoup d'activités qui sont au sein du Technopole Angus, qui sont organisées par les organismes et qui sont ouverts au public. Et notamment, je vous invite vraiment à suivre les réseaux sociaux, à aller sur notre site internet du Technopole Angus, de la SDA, de même ce communauté Angus qui est très active. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui doivent être inscrits dedans. Et il y a beaucoup d'activités qui sont pour la communauté et qui sont organisées par ces organismes, par ces entreprises d'économie sociale. Et nous, souvent, on les aide à organiser tous ces événements-là. Madame? Oui, je suis intéressée par la question du projet inspirant et du transfert de ce projet inspirant. Puis je me disais, vous avez beaucoup parlé du capital social comme une condition gagnante notamment. Et je me disais, ça c'est assez quand même difficile parce qu'ici, au fur et à mesure de votre présentation, on comprend qu'il y a des astres qui s'alignent pas forcément facilement, mais qui finissent par s'aligner d'une certaine manière. Mais pour faire en sorte que Harry Mouski, admettons pour le futur, là, qui est ce capital social, qui est cette conjoncture des astres, je ne sais pas trop, là, je me pose des questions. Il y a une petite conjoncture là, à Rimouski, quand même, un maire qui a décidé de prendre les choses en main et de faire appel à Angus. Il y a quand même quelques ressources, mais c'est une excellente question, c'est tout le débat à l'heure actuelle. Il faut savoir que je pense qu'il est ressorti. Angus, c'est un projet d'être humain. C'est des êtres humains qui ont décidé de le faire envers et contre tout. Là. Je veux dire, on a vu quelques photos là, de personnes. Ce que ça prend aussi, ça prend des leaders sur le territoire. Ça prend des leaders sur le territoire qui sont capables de mobiliser. Dire, Louis Roquet, il ne se promenait pas sur Angus, j'ai été le chercher. Léopold Beaulieu, j'ai été le chercher. Je les appelais, je disais, j'aimerais ça vous rencontrer, ça prend ce travail-là. Et si tu arrives avec quelque chose, les gens vont fédérer. Les gens, il y a plein de bonnes personnes dans notre société. Il faut juste arriver à les fédérer autour de quelque chose. Et souvent, je trouve que dans l'Est de Montréal, le déficit qu'on a en ce moment dans l'Est de Montréal, c'est un déficit de leadership. On a, là, ça reste entre nous, on n'a pas d'élus dans l'Est de Montréal qui transcendent. Des André Lavallée, là, on n'en a plus. Des Louise Arel, on n'en a pas. Elle est bonne sans bon ministre. Elle est bonne sans bon ministre, voilà. Mais bon, au moins, on a une très bonne ministre de l'économie qui a à cœur le développement de l'Est de Montréal et qui a travaillé, qui a été membre du conseil d'administration de l'Ingus, Christine Préfect. Mais elle n'est pas députée de l'Est de Montréal, c'est ça que je veux dire. Ça prend des mobilisations et des leaders, c'est juste ça que je veux dire. André Lavallée, il était extraordinaire. En même temps, j'ai eu des chicanes homériques avec André, mais c'était au moins, on voulait quelque chose ensemble. Tu sais, là, on n'était pas toujours d'accord. Mais moi, je crois, les crises provoquent
les crises provoquent des choses. La crise du logement est en train de provoquer là, une effervescence d'initiatives. Une effervescence d'initiatives. J'étais dans une rencontre cet après-midi, il y a une cinquantaine d'organisations, pas d'individus, d'organisations qui interviennent dans le logement et qui se disent qu'il faut changer d'échelle. On ne peut plus faire juste un projet de 12 logements. Comment 12 logements à la fois, avant qu'on règle la crise du logement, ça va prendre une éternité. Si on laisse le privé aller, c'est pas là que ça va se régler. Donc, les crises, nous, on est né de la crise de l'emploi, la crise du logement, la crise climatique génèrent des initiatives. Il y en a, là, tu sais. Bon, le contexte n'est pas facile, Poliev, Trump et compagnie, mais quand même, il y a des interstices dans lesquels on peut se faufiler, je pense. Donc, en tout cas, il faut garder l'espoir. Oui, c'est Hein, Amélie? Parce que hier, j'étais un peu dans. Ouais, là, tu reprends le poil de la bête. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, OK, d'autres commentaires ou questions? Je vous remercie. Merci beaucoup. Puis vous avez fini votre session, vous allez recevoir vos diplômes. Merci, au revoir. Merci. Pourquoi